Je m'appelle Narang, j'ai 80 ans, et je vais commencer par te dire quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas entendre clairement. Le calme n'est pas un don. Ce n'est pas un trait de caractère réservé à certaines personnes chanceuses. Ce n'est pas quelque chose que certains possèdent naturellement pendant que d'autres luttent en vain. Le calme est une pratique, une série de choix intérieurs répétés, une manière de se tenir face à ce que la vie apporte sans se laisser emporter chaque fois par la vague. Je le sais parce que j'ai passé la plus grande partie de ma vie à croire le contraire. Je croyais que j'étais simplement un homme agité, un homme qui ressentait trop, qui réagissait trop, qui portait trop. Je pensais que c'était ma nature et que rien ne pouvait la changer. Mais je me trompais. Ce n'était pas ma nature. C'étaient des habitudes très profondes, très anciennes, très familières, que je n'avais jamais appris à voir. Et quand je les ai vues, quand j'ai compris que le calme n'est pas l'absence de tempête intérieure, mais la capacité de ne pas être possédé par chaque tempête, tout a changé. Peut-être que toi aussi tu vis en croyant que le calme est pour d'autres. Peut-être que tu te dis que tu es trop sensible, trop anxieux, trop blessé, trop pensant pour trouver une vraie stabilité intérieure. Si c'est le cas, reste avec moi. Parce que ce que je vais te partager n'est pas de la théorie. C'est ce qui m'a sauvé de moi-même. Je suis né dans un petit village du nord de la Thaïlande. On ne parlait pas de calme intérieur chez nous. On parlait de travail, de survie, de pluie, de récolte, de devoirs. Mon père portait tout sans presque jamais parler de ce qu'il ressentait. Ma mère aussi. J'ai grandi dans l'idée que la vie était quelque chose à supporter, pas à habiter avec douceur. Quand je suis entré au temple, j'ai cru que le silence allait me guérir. Mais le silence m'a d'abord montré quelque chose d'inconfortable. Mon agitation n'était pas seulement un produit du monde extérieur. Elle vivait aussi en moi, dans mes habitudes, dans mes réactions, dans mes manières de traiter chaque situation comme une urgence intérieure. Et c'est là que l'apprentissage réel a commencé. La première méthode qui m'a aidé à rester calme a été de revenir au souffle avant que l'esprit ne prenne les commandes. Le souffle est la chose la plus simple du monde, tellement simple que beaucoup de gens la méprisent. Mais le souffle ne raconte pas d'histoire, il ne dramatise pas, il ne juge pas, il est ici. Et chaque fois que je revenais à lui dans un moment de tension, quelque chose en moi ralentissait. Non pas tout, mais assez. Assez pour ne pas être immédiatement capturé par la réaction. Assez pour qu'un petit espace apparaisse entre ce qui se passait et ce que j'en faisais. La deuxième méthode a été d'arrêter de croire chaque pensée automatiquement. Pendant des années, si une pensée arrivait avec force, je la prenais pour une vérité. Si elle disait danger, je me tendais. Si elle disait échec, je me préparais à souffrir. Mais avec le temps, j'ai compris que beaucoup de pensées ne sont pas des messages fiables. Elles sont des répétitions anciennes, des peurs habillées en prédictions, des souvenirs qui se font passer pour le présent. Quand j'ai cessé de leur donner automatiquement ma confiance, elles ont perdu une grande partie de leur pouvoir. Non pas parce qu'elles disparaissaient, mais parce que je ne les suivais plus aveuglément. La troisième méthode a été de laisser l'inconfort exister sans en faire une urgence. C'est l'une des plus importantes. Chaque fois que quelque chose de désagréable apparaissait en moi, je voulais le résoudre immédiatement, le fuir, le combattre, le faire disparaître. Mais cette précipitation ajoutait une deuxième couche de tension à la première. J'ai appris qu'on peut sentir quelque chose de difficile sans le transformer en crise. On peut être mal à l'aise et continuer à respirer. On peut sentir la tension et ne pas lui construire une maison à l'intérieur de soi. Mais voici ce que presque personne ne comprend. La quatrième méthode a été de calmer le corps consciemment quand l'esprit s'emballait. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Si ton corps est tendu, ton cerveau interprète cela comme un danger. Des épaules levées, une mâchoire serrée, un souffle retenu, un ventre contracté. Tout cela parle à l'esprit. Quand j'ai commencé à relâcher volontairement le corps dans les moments de tension, l'esprit suivait souvent. Pas toujours immédiatement,
Mais le corps communique avec l'esprit plus directement que n'importe quelle pensée. La 5e méthode a été d'arrêter de tout prendre personnellement. C'est une habitude que j'ai portée très longtemps. Un silence de quelqu'un devenait un message sur moi. Une attitude changeante devenait un jugement. Un oubli devenait une preuve de mon insignifiance. Quand j'ai cessé de me placer au centre de chaque interaction, quand j'ai admis que les gens portent leurs propres tempêtes intérieures qui n'ont souvent rien à voir avec moi, la vie est devenue beaucoup plus respirable. La 6e méthode a été de simplifier mon monde intérieur. J'avais rempli ma tête d'opinions sur tout, d'interprétations de chaque geste, de commentaires sur chaque moment. Mon esprit ne faisait pas qu'observer la vie. Il la narrait, la jugeait, la comparait, l'analysait sans arrêt. Quand j'ai commencé à laisser plus de choses simplement passer sans les transformer en événements mentaux, quelque chose s'est allégé. Le calme a besoin d'espace, et je ne lui en donnais presque jamais. La 7e méthode a été d'arrêter de rejouer ce qui était déjà terminé. Un événement finissait dans le monde réel, mais mon esprit refusait de le laisser finir. Il rejouait, il revenait, il analysait, il cherchait ce qui aurait pu être dit autrement, et chaque retour coûtait de l'énergie et du calme. Quand j'ai appris à laisser une chose finie être finie, non pas en la réprimant mais en cessant de la nourrir activement, une grande source de perturbation s'est tarie. La 8e méthode a été de me souvenir de l'impermanence avant que la peur ne transforme un changement en catastrophe. Tout bouge, tout passe, les états intérieurs aussi. Si j'étais agité, cela aussi passerait. Si j'avais peur, cela aussi changerait. Si je me sentais perdu, ce sentiment aussi se transformerait. Quand cette vérité est devenue réelle en moi et non plus seulement une idée, les moments difficiles ont perdu une grande partie de leur intensité. Non pas parce qu'ils cessaient d'exister, mais parce que je savais qu'ils n'allaient pas durer éternellement. La 9e méthode a été de changer le ton de ma voix intérieure. Pendant longtemps, je me suis parlé avec une sévérité que je n'aurais jamais imposée à un autre être humain. Si j'étais fatigué, je me reprochais ma fatigue. Si j'étais troublé, je me jugeais. Si ma méditation était agitée, je concluais que j'échouais. Un esprit constamment attaqué de l'intérieur ne peut tout simplement pas être calme. Le calme a besoin d'un climat intérieur moins violent. Et créer ce climat commence par la manière dont tu te parles dans les moments difficiles. Et la 10e méthode, peut-être la plus profonde de toutes, a été de comprendre que le calme ne signifie pas l'absence de mouvement intérieur. Il signifie ne plus suivre chaque mouvement comme un ordre. On peut avoir une pensée difficile et ne pas en faire un monde. On peut sentir la peur sans lui obéir. On peut être traversé par une émotion sans devenir cette émotion. Cette compréhension a changé plus de choses en moi que toute technique jamais ne l'a fait, parce qu'elle m'a libéré de l'idée que pour être calme, il faut ne rien sentir. Ce n'est pas vrai. Pour être calme, il faut apprendre à ne pas être emporté par tout ce que l'on sent. Aujourd'hui, à 80 ans, je ne suis pas un homme sans tempête. Mais je suis un homme qui ne suit plus chaque vague comme si c'était la dernière. Je reviens au souffle. Je laisse passer ce qui n'a pas besoin d'être retenu. Je parle moins durement à mon cœur. Je simplifie. J'accepte le mouvement sans lui donner tout mon espace. Et c'est cela qui me donne une qualité de calme que je ne connaissais pas quand j'étais jeune et que j'essayais de tout maîtriser. Si ces mots te touchent, reste un moment avec ce que tu ressens. Peut-être que le calme que tu cherches est déjà plus proche que tu ne le penses. Peut-être qu'il attend simplement que tu arrêtes de lui demander d'être parfait. Peut-être qu'il commence ici, dans ce souffle, dans cette écoute, dans ce retour silencieux à toi-même.